Bienvenue dans ce podcast réalisé par 5 étudiants en master à l'INSEP, podcast où l'expertise des entraîneurs de haut niveau se partage et s'enrichit. Celui-ci s'inscrit dans un projet ambitieux, capitaliser les savoirs des entraîneurs qui façonnent les Olympiens d'aujourd'hui et de demain pour les transmettre à celles et ceux qui aspirent à évoluer dans cet univers exigeant et passionnant. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui un athlète français emblématique du 110 mètres haies, sacré champion du monde en 2005. Connu pour sa puissance et sa technique, il a marqué l'histoire de l'athlétisme avec des performances exceptionnelles. Après une carrière riche en succès, il s'investit aujourd'hui dans la transmission de son expérience, notamment auprès des nouvelles générations de hurdleurs. Ladji, bonjour et merci de ta présence. Je vais te laisser te présenter de manière un peu plus précise. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ladji Doucouré, je suis un ancien athlète de haut niveau, double champion du monde sur 4x100 mètres et le 110 mètres haies en 2005, donc 20 ans. Et aujourd'hui, je suis un jeune coach, ça fait 6 ans que j'entraîne et sur la spécialité du sprint, je dirais plutôt le 110 mètres haies et le 100 mètres haies auparavant. Et voilà, je suis là, je suis un ancien décathlonien, j'aime bien l'athlétisme, j'aime bien le sport en général. Et j'essaie de vouer ma passion dans ce que je fais aujourd'hui, qui est mon métier de coach sur le pôle de l'INSEP. Ok. Nous, on aimerait s'intéresser à ton métier d'entraîneur et de haut niveau. Tu pourrais nous dire quelles sont tes principales fonctions en tant qu'entraîneur et ce qui t'anime dans cette fonction ? Aujourd'hui, je suis, je dirais, chargé de mission auprès de la fédération. Je suis entraîneur sur le pôle de l'INSEP. J'entraîne donc un groupe de hurdlers. Tout simplement, ma mission première, elle est là, entraîner des jeunes qui aspirent à devenir professionnels, qui sont déjà prêts, semi-professionnels ou professionnels, mais à devenir des grands champions sur le 100 mètres haies, le 110 mètres haies. Et tu as combien d'athlètes dans ton groupe là actuellement ? Cette année, j'ai 4 athlètes. J'ai 2 athlètes qui sont listés à la fédération et j'ai 2 athlètes qui sont partenaires d'entraînement. Donc ça me fait 4 athlètes. On aimerait savoir quelles sont tes motivations pour venir te confier avec nous dans ce podcast. Qu'est-ce qui t'a attiré ? Mes motivations, moi je dirais tout simplement l'envie d'apprendre. Même si aujourd'hui moi j'enseigne sur le terrain, il faut que je continue à apprendre. Et je pars du principe qu'on apprend de tout le monde. On apprend de soi, on apprend des autres, on apprend des gens qui ont de l'expérience, on apprend des gens qui ont moins d'expérience, on apprend des gens qui ont une autre expérience. Et si on a envie si on a toujours envie d'avoir un step ou 2 steps d'avance sur ces athlètes, il faut pouvoir anticiper plein de choses. Et aujourd'hui, c'est mon but premier en venant ici, en échangeant avec vous, tout simplement pour que je puisse me rendre compte, me rendre compte de ce que je fais. Ça me permet de faire un état des lieux et de savoir si tout roule. Donc aujourd'hui, tu considères que tu apprends encore ? Je suis en thérapie, en gros, ouais. Ouais, j'apprends encore. Bien sûr, j'apprends encore. J'apprends tous les jours. J'apprends tout le temps et on verra au fur et à mesure du temps que j'ai pas de modèle fixe parce que je m'interdis d'avoir un truc figé. Même si on part du principe qu'il faut avoir des bases et des convictions sur plein de choses, il ne faut pas s'interdire d'essayer de comprendre pourquoi d'autres personnes ou certaines personnes avancent d'une manière, pour essayer de comprendre pourquoi leur mécanisme est peut-être différent du tien et pourquoi toi il est différent du leur. Donc ça peut confirmer des choses comme ça peut t'ouvrir des portes. Et voilà, comme je le dis très souvent, faire un gâteau au chocolat, tout le monde sait le faire. On peut aller sur Internet, on regarde et on se rend compte qu'il faut tel ingrédient et tout. Mais pour être et ça c'est plus ou moins c'est l'équivalent d'être un entraîneur. Mais si tu veux devenir un bon entraîneur, il faut que tu arrives à quantifier tes ingrédients, tu arrives à doser ton four et tu arrives à donner à les introduire au bon moment. Et c'est ça le plus difficile. Pour moi, il n'y a pas qu'une voie, il y a plusieurs voies, mais il y a un chemin commun. C'est un peu comme si c'est le cœur que tu mets pour faire la recette, c'est avec l'envie, la motivation. Avec l'envie et tout ça, voilà. C'est un moment où on va te demander de préchauffer le four pendant 15 minutes et tu te rends compte qu'avec cet athlète-là, tu n'as pas forcément besoin de 15 minutes. Et comment tu vas faire ? Et au-delà de 15 minutes, lui, il a cramé toute
il a cramé tout le four. Donc tu te dis, bon, bah, si j'arrive à le faire préchauffer son four convenablement, à telle dose, ainsi de suite, bah, on arrivera beaucoup plus facilement à mettre le gâteau en place. Quand on te dit, bah, tu mets d'abord je sais pas moi, la farine, quand tu fais ton pré-gâteau, on va dire ça comme ça, bah, tu te rends compte qu'avec l'autre, il va falloir que tu fasses autrement parce que ils ne sont pas faits pareil. Et ils n'ont pas la même intelligence, ils n'ont pas la même capacité d'encaissement des entraînements et des informations. Il faut que tu te remettes en question, il faut que tu parles d'une manière, il faut que tu parles d'une autre. En fait, c'est tout ça qui fait que il faut que tu ouvres ta bibliothèque parce que tu vas pas répéter les mêmes choses tout le temps. Même si on part du principe que on fait des mathématiques, mais on fait pas des maths. C'est pas ça plus ça plus ça qui va te rendre un résultat. Il y a tout ce qu'on vient de dire avant, là. Le cœur, l'envie, la patience, les mots, et voilà. Ouais, je comprends tout à fait. Tu as commencé dans un premier temps à nous parler d'apprentissage, puis là, tu es parti un peu dans ton expérience, dans ton expérience avec tes athlètes. Nous, on aimerait savoir comment tu t'es formé pour arriver au haut niveau, notamment en tant qu'entraîneur. Est-ce que c'est principalement basé sur ton expérience, par exemple, d'athlète, ou alors tu as suivi des formations, tu te documentes. Nous, on est très intéressés par ça. Bah, en fait, moi, j'ai commencé tout simplement à vouloir coacher parce que je suis un enfant de l'INSEP déjà. Je suis arrivé ici, j'avais 16 ans, j'ai 41, presque 42. Oui, ça fait mal. J'ai passé mon BE1, donc c'est le BP, je crois, l'équivalent du BP, je crois, aujourd'hui. BP ou DE peut-être DE, c'est juste après, je crois. Juste non après Juste après, ouais. BP, après c'est DE, et après il y a DES. Donc j'ai commencé avec mon BP, tout simplement en pleine carrière, en 2004-2005, après avoir fait une formation de vendeur, bac pro-vente, j'étais ici. Donc je voulais aller dans cette voie-là, sauf que ça prenait du temps, et finalement je me suis rendu compte que j'aimais bien partager des moments d'explication avec mes collègues d'entraînement, essayer de comprendre pourquoi notre coach nous demandait de faire ci, parce que j'étais à fond dans mon projet aussi. Donc j'ai réussi sur ce point-là, et puis derrière je me suis lancé dans cette voie-là. J'ai passé le DS, puis les DES, et j'ai pas voulu aller au professorat parce que je suis pas très scolaire, et moi les documents c'est bien, mais non, moi je préfère être sur le terrain et apprendre sur le terrain avec le visuel, les discussions, les relations et tout, et faire des rapports, il en faut, hein, mais c'était pas trop mon dada. Donc je me suis arrêté sur le DES que j'ai obtenu en 2017. Donc j'ai commencé en 2004, puis donc obtention du master en 2017, septembre 2017, et puis j'ai enchaîné l'entraînement derrière. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, et je me suis dit, écoute, tu as ton expérience d'athlète, ancien décathlonien, spécialiste du 110 mètres haies après, mais le piège, c'est pas de faire du moi-je parce que c'est pas bon, je pense. Mais malheureusement, tu es obligé et heureusement, des fois, tu es obligé de composer avec ton moi-je parce que ça te permet aussi d'avoir un step ou deux steps d'avance sur certaines décisions à avoir. Tu peux comprendre certaines sensations. Là, je parle purement technique et sensationnel sur le terrain, sur la piste. Quand tu sais que passer une haie à telle vitesse, ça te procure certaines choses et ça te donne certains risques. Bah là, c'est l'athlète qui va prendre l'ancien athlète, pardon, je crois, j'ai l'impression que je suis toujours athlète. L'ancien athlète qui va prendre le lead en se disant, attention, si tu fais tel exercice ou telle chose, tu vas risquer plus de blessures ou de fautes à certains moments, et tu as le rôle de coach qui planifie, comme j'ai appris ici, quoi, tout simplement, sur certaines phases, quoi, certaines interventions de coach, d'ancien coach. Et puis tu as aussi un passage que j'ai eu dans ma carrière où je suis parti 2 ans aux États-Unis pour comprendre plus ou moins le sprint et le 110 mètres haies, 400 mètres haies, 400, tous les sprints. Donc je suis parti 2 ans
aux États-Unis de 2013 à 2015. Et je suis revenu à l'INSEP avant de terminer mon master. Et j'ai appris à comprendre plus ou moins le pourquoi cette épreuve technique, donc le 110 mètres haies et le 100 mètres haies était une discipline assez forte aux États-Unis. Donc les courses de sprint. Et donc je fais un mix de plusieurs choses. Mon expérience d'athlète, mon expérience avec ma formation ici. Le fait d'avoir posé plein de questions à des anciens entraîneurs tels que Hurtebise, donc des gros entraîneurs français, Jacques Piacenta. Je suis parti pendant 2 ans faire des stages quand j'étais athlète avec lui. Je lui posais plein de questions. Il m'a montré plein de rushs, des vidéos, des choses comme ça. Et la partie américaine aussi. Donc en fait, si vous voulez, ma manière d'avancer, c'est un mix de tout ça. Je suis pas pro Roland Longuèvre, mon entraîneur de ma carrière. Je suis pas lui, je suis pas aussi les 2 ans du coach du champion du monde de l'époque, Allen Johnson, coach Hepburn là, en Caroline du Sud. Je suis pas pro lui, je suis un peu un mix de tout ça. Et moi, dans l'idée, je suis un peu loin là, parce que je vois que tu vas me poser des questions, mais j'essaie d'ouvrir ma bibliothèque sur plein d'exercices et sur plein de choses, et j'essaie d'aller chercher là où j'ai ce genre de vécu, d'expérience, pour pouvoir mettre en place et mettre en œuvre pour les athlètes. Non, c'est très, très intéressant, très enrichissant, parce qu'on voit que tu t'inspires des autres, tu vas chercher l'information. Et encore aujourd'hui, je pense que tu as des athlètes qui sont encore en pleine progression. Et comment tu fais justement par rapport au niveau international pour garder cette veille, rester à l'affût de ce qui se fait de mieux en termes d'entraînement? Est-ce que tu continues à avoir des contacts à l'étranger? T'es obligé. Est-ce que c'est par de la lecture ou toi par des articles qui sortent et tu essayes de rester au courant? Enfin, comment tu fonctionnes? On a la chance aujourd'hui d'avoir une rapidité au niveau de la communication. Tu peux communiquer trop vite avec les gens. Tu peux avoir accès à plein d'informations par Internet, tout simplement. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas avoir... Après, c'était un peu mon mindset en tant qu'athlète. Du coup, là, c'est un peu du moi-je. Ouais, en tant qu'athlète, qu'est-ce que je faisais? Il ne faut pas avoir peur de se tromper et de tomber. À partir du moment où tu essaies de ne pas avoir peur de tomber, donc de te tromper à l'entraînement ou sur des compétitions, ainsi de suite, tu n'as pas honte de demander aux autres. Donc moi, je demande à des collègues ce qu'ils pensent. Je demande à je ne vais pas dire mes mentors, mais les personnes qui m'ont entraîné ou auxquelles j'ai fait des formations de m'aiguiller ou de me confirmer certaines choses. Donc je demande. J'ai pas honte de demander. Je ne sais pas tout. Je pars du principe que je continue à apprendre et je ne sais pas tout. Bien sûr que je ne sais pas tout. Je suis un être humain, je ne suis pas un ordinateur. Mais je continue à me documenter. Je fais partie d'un groupe Facebook de tous les coachs américains. Non, mais c'est clair. Hein. Ça, c'est à cause du Covid. C'est Covid, ça, mais ouais. tu t'informes aussi les personnes. Tu t'informes, t'es alerté à chaque fois de nouvelles choses que tu prends ou tu jettes à la poubelle. Il y a un groupe d'entraînement qui s'appelle Altis, je ne sais pas si tu connais. Aux États-Unis. Ouais, qui qui envoie vachement de documents et de retours vidéo, retours sous forme de podcast, des choses comme ça. Donc moi, ça me permet de parler un peu anglais, même si mon anglais n'est pas très, très chaud. Mais voilà, j'essaie de toujours être à l'affût et je me dis pas, j'ai réussi un truc, il n'y a que ça qui marche. Si je regarde mes 6 années de coach, 7 années de coaching et les 5 années que j'ai avec Sacha Zoya, qui est l'athlète qui a fait le plus gros résultat du groupe. Chaque année, on ne s'est pas entraîné de la même manière. C'est bizarre, hein. Mais après, les gens diront « Ouais, mais c'est un gros potentiel, tout ce que vous voulez. » Mais chaque année, on a changé notre manière de s'entraîner, que ce soit sur le plan physique, pas sur le plan technique, pardon. On a toujours voulu avoir la même manière de passer les... Mais si tu regardes, on a toujours changé. Il y a une année, on s'est rendu compte que sur cette partie, on était un peu moins bon. Donc on va mettre un accent, on va changer. Et pourtant, il a toujours progressé. Tous les ans, il a battu son record. Ne serait-ce que de pas beaucoup, mais il a battu son record. Il est passé là de 13-15 à 13-10. L'année dernière, il était passé de 13-21 à 13-15, ainsi de suite.
je suis pas arrêté. En fait, tout ça pour dire je suis pas arrêté sur un modèle en disant voilà, j'ai appris à faire une programmation à l'INSEP sur 14 semaines avant une compétition où je faisais des blocs de 4 semaines puis des gros blocs de 3 semaines. Les Américains, ils font des blocs de 3 semaines de travail plus une semaine de semi-repos. Eux, ils sont sur le cycle lunaire. Ils bossent sur ce genre de choses. 3 semaines de travail, une semaine de semi-repos. Les Français, c'est des fois 5 semaines, des fois c'est 6 semaines, des fois c'est 8 semaines. Ça dépend ce que tu fais et ce que tu veux. Et moi, je fais un mix de tout, mais j'ai essayé plusieurs choses. Et il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses où j'ai pas vu de résultat, il y a des choses où peut-être que j'ai mal fait, ou c'est pas... il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour les athlètes. En fait, j'essaie de... je sais pas ce que j'essaie, mais j'essaie de pas instaurer... une sorte de routine. Une routine, ouais. C'est ça qui va tuer la performance, je trouve. Il faut toujours avoir, comme je te disais, ce step ou ces 2 steps d'avance qui vont faire que quand l'athlète il va venir, tu vas lui soit tu vas lui faire croire que tu as changé des choses, soit tu vas garder de ce truc animé qui va se dire, qui va lui permettre de se dire le coach t'as fait un truc, il veut peut-être tenter un truc, vas-y let's go, c'est bien. Et justement, ce fait d'être constamment dans l'adaptation, dans la recherche de nouvelles méthodes, est-ce que toi c'est lié à tes sources de savoir quand tu dis que tu t'es inspiré d'anciens entraîneurs qui t'ont entraîné ou via des échanges? Est-ce que ce serait principalement par eux que tu as acquis cette expérience-là et ces connaissances, ou pas forcément, c'est plus toi en testant, retestant Moi, je pense que c'est un peu des deux. Je dis, il y a l'expérience des autres, mais le problème, c'est que si jamais tu t'arrêtes à leur ressenti, tu calques. Et si tu calques, c'est pas forcément bon, parce que peut-être que toi, ta communication n'est pas bonne, peut-être que l'athlète en face de toi n'est pas... il n'aime pas ce que... Voilà, il va pas absorber ce que tu lui inculques, et finalement, le résultat n'est pas bon. Mais la volonté d'introduire des nouvelles choses, que ce soit la data, des choses comme ça, c'est parce qu'on est dans l'ère du temps. Je vais pas... Même si des fois, je les taquine, les gars, je leur dis, moi, à mon époque, j'ai pas de carbone, tu vois. Et sans carbone, je vous défonce, pardon, en rigolant, tu vois. Je cours plus vite que vous sans carbone. Mais ça, c'est pour les taquiner. Mais en vrai, il faut que tu sois... faut que tu aies une base solide, mais il faut que tu te dises, attention, il va falloir que j'adapte aussi l'entraînement avec les nouveaux supports. Exemple, la chaussure. Les pistes, elles sont différentes. Elles renvoient d'une manière. Donc mécaniquement et biomécaniquement, tu es obligé d'aller changer certaines choses pour que ça soit à leur avantage. Et pour ça, il faut que tu poses aussi plein de questions à gauche, à droite, savoir comment les autres coachs encaissent l'information et comment ils le mettent en place. Parce qu'en fait, c'est un échange. Tu ne sais pas tout. Tu peux dire, là, tu as vu la nouvelle piste, la Mondo, elle est comme ça. Les blocs, ils sont comme ci. Les carbones, elles sont comme ça pour telle marque. Dans les blocs, c'est compliqué, ainsi de suite. Il faut que tu poses des questions. Mais il ne faut pas que tu viennes en disant, je veux ci, je veux ça, et je suis fermé. Sinon, derrière, tu n'auras pas les bons retours. Il faut que tu sois ouvert à la discussion. Et c'est pas pour autant que tu vas tout prendre. Hein, mais comment dire, toi, en tant qu'athlète, tu as dû aussi vivre des choses comme ça avec ton entraîneur qui lui testait, tu n'en avais peut-être pas conscience. Aujourd'hui, tu as peut-être plus de recul par rapport à ça. Je pense que j'ai bien compris que tu ne voulais pas copier-coller ce que toi tu as fait sur tes athlètes. Donc tu as quand même déjà une prise de recul. Mais comment, toi, avec ton expérience, tu peux encore améliorer ça ou mettre ça au service de toi en tant qu'entraîneur? Moi, je pense qu'avec le recul, maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que mon coach, il faisait un peu comme ça, tu vois. Il faisait un peu comme ça, et puis c'est ce qui m'animait, hein, tu vois. C'est le fait de pas forcément toujours faire la même chose. Tu sais, quand tu viens d'une formation de décathlonien, tu progresses dans plein d'univers. Tu es obligé, de toute façon, tu n'as pas le choix. Hein. Tu as 10 épreuves à préparer. Donc, tu n'as pas forcément le temps de te poser à prendre le temps de bien apprendre à lancer le javelot. Tu dois lancer le javelot, quoi. Et quand tu deviens spécialiste, tu prends le temps de peaufiner ce truc-là. Et quand tu as pris ce temps-là, il faut que tu arrives à
à casser cette routine parce qu'en fait, tu répètes souvent la même chose. Et moi, c'est ce qui m'avait plu à l'époque. Et aujourd'hui, je pense que je prends le même modèle et j'essaie de le mettre dans un grade au-dessus parce que les athlètes aussi, ils ont accès à l'information. Quand je commençais à coacher au début, ils font tous des blogs, des vlogs, des trucs comme ça, là. Ouais, ils se voient ce qui se fait ailleurs, même dans les exos. Ouais, et ça fait des vues. Ouais. Mais des fois, ça n'a pas d'intérêt pour toi parce que toi, tu veux qu'ils aillent d'un point A à un point B. Et quand ils font des... Je sais pas si tu vois l'exercice sur les haies, là, où ils sont synchro, là. Moi, j'aime bien les trucs de chorégraphie. Hein. Moi, j'aime bien danser. J'aime bien, travail de coordination. Ouais, coordination et tout. Mais des fois, il faisait un exercice juste pour faire un exercice. Et ça faisait du buzz, ça fait des vues. Et les gars, ils me disaient, ouais, t'as vu, ils font ça, c'est pourquoi? Je dis, bah, essaie de comprendre pourquoi ils font ça. Mais est-ce qu'il y aurait un geste qui aurait un intérêt pour toi? Et du coup, tu parles avec les athlètes, parce que moi, je suis vachement ouvert avec eux. Hein. Et s'il n'y a pas d'intérêt, ça sert à rien de le faire. Mais si toi, tu trouves un intérêt, dis-le moi, parce que moi, j'en vois pas. Ou sinon, j'en vois un, c'est juste du buzz, ou juste, bah là, ils essaient d'être là, ils essaient d'amener un peu de fun et des exos qui sont bons. Et tu es obligé d'intégrer ça aussi dans l'entraînement parce que tu vas les intéresser aussi, surtout. Mais si tu te fermes un peu à un mec de 40 ans, presque 40-50 ans, un coach qui dit non, moi à l'époque, c'était comme ci, comme ça, tu risques de les perdre. Et en fait, c'est un truc que toi, tu as vécu aussi, parce que les anciens, bah, tu pouvais pas discuter avec eux. Aujourd'hui, bah, les athlètes, ils peuvent discuter avec les coachs. Je sais pas si... Je rentre pas dans les maisons des gens, ou dans les stades des gens, mais c'est un peu l'image qu'on a. Aujourd'hui, les athlètes, ils ont leur mot à dire. Pas parce qu'ils ont accès à plein de choses et on les rend... Et ils deviennent beaucoup plus intelligents. Ils exécutent pas seulement. Ils font et ils essayent d'apprendre. Et ce qu'on veut, c'est qu'on crée des pilotes aussi. Parce que tu vois, comme je dis par rapport à la Formule 1, parce que moi j'aime bien parler de ça, faire des images un peu décalées comme ça, bah, c'est la Formule 1 qu'on fait. T'as l'ingénieur, t'as les mecs, t'as tout le monde. Mais si tu poses juste le pilote, tu dis ouais, lui il est bon dans tel virage, mais il comprend pas la voiture et qu'il ne connaît pas les capacités de la voiture, bah il va découvrir les capacités pendant la course. Et c'est pas le but. Le but, c'est que tout le monde progresse en même temps. Donc pour ça, il faut que l'athlète il soit au courant de pourquoi on fait tel exercice, pourquoi on fait telle chose, pourquoi on fait un cycle de 3 semaines, pourquoi on fait un cycle doublé de 6 semaines, ainsi de suite. Pour qu'il comprenne que sa forme, elle est censée arriver à là, et que là, il est dans le dur, c'est normal, là, il va être dans la facilité. Est-ce qu'il est à la facilité? Non, il la sent pas. Bon, toi, tu te grattes la tête, tu dis, je suis pas normal. Tu vois, que le jour J, bah, il ait la capacité de cavaler et de se dire, ouais, je suis capable de faire ça, tu vois. Mais pour ça, il faut que tu passes par étape. Donc tu amènes de l'amusement, tu vas chercher des informations à gauche, à droite. Tu te dis, attention, il est capable d'être atteint par d'autres personnes via les réseaux. C'est pour ça qu'on parle de ça. Bah, merci beaucoup pour ces informations. Tu as commencé un peu à rentrer dans ta relation avec les athlètes. On y reviendra un peu plus tard dans le podcast. Là, j'aimerais faire une petite transition et te parler des Jeux. L'année dernière, année très spéciale, on était dans le cadre des Jeux de Paris, en plus à domicile. Toi, tu étais concerné avec tes athlètes, notamment Sacha qui a participé. Toi, d'abord, quel est ton rapport à cette échéance, à la fois en tant qu'athlète, mais aussi qu'entraîneur? Tu peux nous en parler un petit peu? Bah moi, pour cette Olympiade-là, donc pour Paris 2024, c'était ma première fois en tant que coach. Donc, je découvrais quelque chose de nouveau. Entraîner un athlète pré-olympien, toi, donc tant qu'il n'avait pas couru, il n'était pas olympien. Donc la programmation, elle a été différente encore de la saison 2023. On a essayé de changer des choses parce qu'il était présélectionné, il était un peu protégé. Il fallait construire la saison tout en lui mettant des petites choses à manger parce que il n'avait pas l'obligation d'être performant très tôt, contrairement aux autres Français, mais qu'il fallait qu'il soit présent et performant pendant les Jeux. On s'est loupé, donc malheureusement on s'est loupé, et il a été prêt 15 jours après, 3 semaines après. En Diamond League. Ouais, voilà. Ouais. Bah, il a eu une petite gêne aux adducteurs, il fallait juste 15 jours avant les Jeux, alors qu'il était en forme. Et donc voilà, ça fait partie des péripéties de coach, mais je savais qu'il n'allait pas se rendre compte
de la patate qu'il allait prendre en tant qu'athlète, parce que moi-même je l'avais vécu. Et là je reviens sur du moi-jeu, même si j'aime pas dire du moi-jeu. Ouais, mais ça m'intéresse justement, toi. J'ai fait 3 fois les Jeux. Ton rapport à ces Jeux. Les 3 Olympiades que j'ai faites, elles étaient différentes. La première, j'ai eu du mal à en sortir, parce qu'il y a eu une déception aussi, mais donc c'était Athènes 2004 et j'avais fait les mondes juste avant, en 2003, à Paris, et je me suis dit, ouais, c'est la même chose, il y a juste le nom de la compétition qui change. Donc tu revois la même personne, tu essaies de te persuader d'un truc. Non, les jeux, c'est un autre délire. Et je savais que Sacha, ça allait être quelque chose de différent. Il me l'a avoué après coup, qu'il pensait pas que ça allait être aussi chaud au niveau de la pression. Mais bon, après, sur le plan... pour terminer, sur le plan émotionnel, ça, c'est compliqué de le faire travailler. À part si tu bosses avec des professionnels sur la préparation mentale et psychologique, toi, un psy et un préparateur mental. Le reste, c'est quand même... c'est quand même compliqué parce qu'il faut l'avoir vécu en vrai. Ouais, puis 80 000 personnes en athlée, c'est rare. C'est rare, c'est pas les mêmes LOL comme même on sur dit. Les mondiaux, des fois on voit pas ça. Ouais, et puis, mais le fait de changer l'enjeu fait en sorte que la pression elle arrive et le stress est différent. Et pourtant, on a beau se dire, nous on fait partie des sports, notre discipline en tout cas, elle fait partie des disciplines et des épreuves où on répète la même chose. C'est ça qui est fou. En demi-fond, tu as des scénarios. Tu fais 800 mètres, 1500 mètres, 5000 mètres, bref, tu fais 10, mais tu as des scénarios différents. À un moment, ça va plus vite, ça va moins vite. Nous, notre discipline, comme les sauts, tu poses le pied au même endroit. Après, il y a le revêtement, tout ça qui change un peu, mais tu pars toujours du même pied, tu fais toujours 50 et quelques, appuis en salle, et à l'extérieur c'est un peu plus, mais tu fais toujours la même chose. Championnat départemental, finale des Jeux Olympiques, tu pars toujours pareil. Mais l'enjeu fait que ça change. Et ça, quand tu leur dis, ils disent ouais, c'est la même chose. Mais en vrai, l'enjeu fait que ça stresse. Et il n'y a qu'une fois qu'ils ont compris que c'est du stress et que le stress, ça se contrôle aussi, là, ils ouvrent leur porte. Donc, sur ce point-là, moi, j'ai aussi continué à apprendre appris à gérer le truc, même si au final, il n'y a que en le faisant que tu comprends. Mais bon, fallait le vivre. Du coup, si tu veux, pour l'Olympiade suivante, pour 28, tu vas anticiper les choses différemment pour cet athlète-là. Mais pour les autres, il va falloir qu'ils apprennent à gérer un truc qu'ils ne connaissent pas. En fait, on fait toujours ça. Ouais. Et toi, tu peux pas, même si tu l'as vécu avec un athlète, tu pourras pas forcément parce que même en parlant du moi-jeu, ils peuvent pas le comprendre. Et c'est qu'une fois passé qu'ils disent ah ouais, en fait c'était chaud. Ouais, moi je te l'ai dit. Ça fait 2 ans je te le dis. Ça fait 6 mois je te fatigue avec ça. Il faut que tu te prépares. Tu sais, quand tu vas rentrer dans le stade, le public il va crier, c'est un délire. Et en plus en France, moi je l'ai pas vécu ça. Les Jeux en France, j'ai vécu des mondes en France et en 2003, mais c'était la folie. Mais c'est pas pareil. Et il faut que tu sois prêt, le plus prêt possible. Mais bon. Mais après, en tant que coach, ça a été une belle saison, sauf que à 15 jours près, tu passes de participant à potentiel médaillable. Et quand tu passes à côté, c'est dur, parce que tu sais que c'est une fois dans ta vie, plus ou moins. Mais bon, t'apprends. Ok, et du coup, là, tu as commencé à nous évoquer ce mot performant, donc la notion de performance. Est-ce que tu aurais une définition propre à toi qui te viendrait en tête là quand je t'évoque ce mot performance? Moi, performance, après ça dépend comment tu définis le mot performance pour toi individuellement. C'est ton point culminant de ton potentiel physique et mental sur une compétition. C'est ça, c'est être au maximum de tout. Et ce maximum de tout va t'amener à avoir le chrono ou la place.
Oui, en championnat, ça peut être également une place. Ouais. Mais moi, je pars du principe qu'il faut que ça soit le chrono qui va te donner la place. Et pas la place qui va te donner le chrono. Les deux associés, quoi. Ouais. Parce que si tu fais la place qui va te donner le chrono, ça dépend l'effet de course. Mais si tu es capable, c'est pour ça que je leur dis toujours aux gars, si tu es capable de courir plusieurs fois à 13-10, ça va t'amener à passer tel tour. Si tu es capable de courir 13-20, ça va te donner des capacités à passer tel tour. Ou de répondre à des attaques en course. Si tu es capable de courir 13-0, si jamais il y a un adversaire qui cavale, bah normalement 1 ou 2 ou 3, normalement, dans les statistiques, bah tu vas être capable de répondre à ces gens-là. Si tu vaux 13-50 et le mec il fait une attaque à 13-20 ou 13-10, bah, ça va être dur, tu vois. Donc voilà. Donc la performance, moi, c'est être capable d'être le plus haut possible physiquement et psychologiquement pour que tu puisses atteindre un chrono qui va te donner un résultat classement. Ok, bah, je te remercie pour ta définition parce que d'un entraîneur à l'autre, elle est très variable et très enrichissante. Du coup, tu as ta notion de performance, tu nous as parlé de ces chronos là que tu as un peu en repère. Comment tu construis ton projet du coup autour de cette performance avec tes athlètes? Ouais, bah après l'entretien individuel, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire, pourquoi tu fais cette discipline, qu'est-ce qui t'anime dans cette discipline. Quand en face de toi, tu as des gens qui disent ouais, je sais pas, c'est compliqué. Quand tu as des gens qui sont déjà déterminés, c'est qu'est-ce que tu veux mettre en place, toi, selon toi, pour pouvoir arriver à faire ces performances, chronométriques ou en championnat. Hein. Je veux juste faire les jeux. Ok, si tu veux faire les jeux, tu sais que pour faire les jeux, les minima, plus ou moins, c'est ça. Il faut être performant là, et tu iras faire les jeux. Si toi, c'est chronométriquement, tu veux faire ça, tu sais qu'il faut courir comme ci, comme ça. Sacha, c'était beaucoup... lui, il a été agné par les chronos et les records. Lui, c'est que ça. Et depuis qu'il est jeune, c'est je veux courir vite et faire tel chrono. Ok, bon. Moi, je suis un mec, j'ai été construit, donc ici à l'INSEP, à faire de la performance de classement. On est là, c'est les championnats, nous, les meetings et tout, rien à foutre, pardon. Hein. Mais c'est tout à chacun. Ok, d'accord. Bah moi, c'était championnat, donc j'arrivais à me transcender en championnat. Et t'as des mecs qui sont en championnat, ils n'arrivent pas, mais en meeting, ils sont super chauds. Bref, Sacha, lui, c'est ça. Erwan, c'est participation en championnat. Donc t'as deux mecs qui ont des profils différents. L'autre, il veut que la perf chronométrique et l'autre qui veut participer. Donc il faut que tu arrives à trouver à trouver un truc, une clé qui va faire que tu vas toujours les garder et les animer sur de l'entraînement qui va être dur et de l'entraînement qui va être amusant. Amusant, c'est facile, hein. Mais l'entraînement dur, c'est dans ton discours, c'est de l'amener à ce qu'il arrive à atteindre ce truc-là. Et pour arriver à l'amener à ce truc-là, il faut que tu arrives à diagnostiquer son fort potentiel cognitif, et tu vois, et bref, tout le panel. Et après, à toi de mettre en avant à un moment telle caisse ou telle caisse, tu vois. Quand tu mets dans un tiroir, tu dis, bon, voilà, lui, il veut ci, il faut que je le tienne avec ça, lui, il faut que je le tienne avec ça. Et en tout cas, c'est ma façon de manager, et j'avance comme ça. Mais il faut que tu arrives à comprendre leur manière de faire, ce qui les attire, pour que tu puisses construire l'entraînement, même si toi, tu sais comment tu dois y aller, hein. Mais tu as un mec qui veut devenir, je sais pas, il veut faire les championnats d'Europe, tu sais que son potentiel chronométrique, il est limité là, il faut que tu lui fasses garder ce truc-là, mais qui progresse, je sais pas, mécaniquement ou que physiquement, bah, il faut que tu arrives à lui sortir des mots pour qu'il arrive à surpasser là-dessus. C'est pas facile, hein. Et du coup, toi, ton rôle d'entraîneur dans tout ça, comment tu te places? Et on voit que tu as cette capacité aussi à t'adapter en fonction du projet. Mais toi, où c'est que tu te places dans cette notion de projet, justement? Tu as parlé de management, de manager. Toi, tu te verrais où? Moi, ouais, bah ça, en fait, tu dois avoir toutes les casquettes. Toutes les casquettes. Après, encore une fois, c'est quoi les définitions de toutes ces casquettes, tu vois? Donc, moi, dans ces casquettes-là, je te dis, il y a l'entraîneur, l'entraîneur, c'est celui qui va te donner les directives et qui va te dire tu fais. Et le mec, il va exécuter. Après, tu as le coach, celui qui va faire qui va prendre la casquette de l'entraîneur, mais en même temps, il va demander un ressenti à l'athlète pour pouvoir toujours avoir ce step d'avance, pour pouvoir s'adapter.
Ok, mais toi, t'as ressenti quoi? Toi, tu veux ci, mais écoute, tu peux pas voir ci comme ça. Moi, je pense que tu dois faire ça, mais il faut que le mec, il ait un retour avec toi. Après, t'as le manager. C'est management, c'est un peu comme allez, Didier Deschamps. Il n'entraîne pas les mecs, hein, ils sont dans leur club, mais il va les diriger. Il va dire ouais, moi, je veux que tu joues comme ci, comme ça, comme ça. Et puis, c'est l'œil extérieur. Et puis derrière, boum, ça. Mais pour être manager, il faut que les mecs ils aient de l'expérience. Mais tu fais un peu de management, pardon. Quand les mecs ils disent ouais, je suis chaud, je veux faire ci, je veux faire ça. Tu recules, tu dis ok, bah moi je pense que si tu veux faire ça, il va falloir que tu fasses ça. Ah mais je peux pas. Ah pourquoi? Bah parce que j'ai pas la capacité là. Tu changes de casquette. Voilà, tu reviens en coach. Bah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Je vois tout à fait. Et puis tu as l'entraîneur qui te donne au début, faites ci, ça. Tu veux aller là, vous faites ça, vous exécutez. Et les mecs ils enchaînent les 300, les 200, les muscu, ainsi de suite. Et puis dans la saison, tu changes, tu deviens coach. Parce qu'en fait, tu as besoin qu'eux soient dedans, ils deviennent pilotes aussi. Donc, ouais, tu vois là, on va faire 12 haies. Oh, 12 haies. 12 haies, ça fait, je crois, 130 mètres, 120 ou 130 mètres haies, ça dépend des mesures, tu vois, qu'on fait. Pourquoi on fait tout ça? C'est dur. Bah, mon gars, c'est pas toi qui m'as demandé que tu voulais participer à telle compétition. Si, bah, il va falloir passer par ça. Parce que regarde, si tu veux tenir 10 haies, il va falloir que tu fasses plus. Regarde, dans telle discipline, ils font ça. Dans telle discipline, ils font ça. Regarde les demi-fondeurs. Ils vont faire 1500 mètres, mais ils font des bornes. Et nous, on n'en fait pas assez. Il faut que ton mécanisme il s'habitue à faire tel truc. Il faut que ton pied. Bref, tu rentres dans le truc. Tu deviens coach. Ouais, tu les guides, coach, mais il faut que tu lui laisses de la place pour qu'il puisse faire un retour. Parce qu'il faut qu'il soit à fond dedans. Et quand il est là-dedans, une fois que ça va mieux, tu deviens manager, tu recules, tu dis bon, ça a été comment toi? Ouais, bah, j'ai senti ça, j'ai senti ci. Ok, vas-y, ouais. Tu dis presque plus rien, tu vois. Dans l'idéal hein, de l'entraînement, c'est ça. Mais tu reviens pas, tu sais, quand tu es à fond et que le mec, ça y est, il prend sa place de pilote, et il fait un retour à toute l'équipe des ingénieurs, tu vois, avec leur casque, là, les pilotes, là. Il dit pas, coach, je fais quoi? Bah, roule, gars, ça y est, tu connais. Nous, on te donne juste les indications, attention, pression des pneus, attention ci, attention ton bras. Tu vas fort, là. Calme un peu, tu vois, ce genre de choses. Mais tu ne devais pas entraîner en disant, tu dois faire ci, faire ça, tu dois faire tel chrono. Le mec, tu le mets pas à l'aise. Donc c'est pour ça que je parle de mettre plusieurs casquettes, parce que c'est tout ça, quoi. Et du coup, avec ces différentes casquettes, je vais t'amener sur un point, c'est ta relation avec tes athlètes. Ouais. Toi, comment du coup tu gères cette relation? Parce que je pense que d'une casquette à une autre, t'as pas la même approche, t'as pas la même discours. Tu dis pas les mêmes mots des fois. Ouais, c'est ça. Comment tu gères au quotidien? C'est relationnel, c'est pas facile, hein. C'est de la discussion sur plein de sujets, pas que l'athlète. Hein. Tu parles de tout, tu essaies de comprendre un peu comment ils sont, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. En fait, c'est un tout. Et en fait, c'est à toi de savoir, de faire en sorte qu'ils absorbent bien les informations. Et à partir de ce moment-là, bah, tu peux les diriger d'une manière ou de l'autre. Et tu peux changer ton lexique selon les personnes. Et quand toi, tu leur donnes plus ou moins ta vision, ton plan de compétition ou d'entraînement, normalement, ils adhèrent. Parce que tu l'as construit avec eux aussi. Ou tu leur fais croire que c'est eux qui ont construit leur... Ça aussi, c'est fort. Que l'idée, elle vient d'eux. Oh putain, ça je l'ai fait beaucoup. Parce que une personne qui est intéressée par un projet va donner 200%, plus ou moins, 120, 130, peu importe. Va donner de soi parce que c'est son projet. Si tu lui imposes un truc, des fois, bah, il peut traîner les pieds. Et des fois, t'en as, il traîne les pieds, c'est difficile. Et quand tu as eu récemment un nouvel athlète qui est arrivé dans le groupe, comment au début, justement, tu installes cette relation, tu l'as construit avec l'athlète? Est-ce que tu as une manière de fonctionner et tu tâtes ou c'est naturel? Moi, je dirais je tâte et puis tu tâtes naturellement. Donc tu fais les deux. Mais il faut que tu le laisses parler. Tu le laisses parler, il te donne son point de vue. Et c'est à partir de ce moment-là que toi, tu dis oui ou non, plus ou moins. À partir du moment où tu as dit oui, il vient s'entraîner avec toi, il faut que tu lui laisses l'espace. Tu dis écoute, moi, je vais parler beaucoup comme ça. Quand je dis tel mot, souvent, c'est parce que pour moi, j'ai pas, ça veut dire faire ça, ça, ça. Si tu as un problème au niveau de la communication, n'hésite pas à me le dire. Si tu veux pas le dire devant les autres, envoie-moi un texto. Je te mets à l'aise pour que tu comprennes parce que ça peut aller vite et tu peux vite oublier, tu vois, passer à côté. Et en fait, tu le mets à l'aise et ainsi de suite. Et puis, s'il adhère, bah, ça continue. Mais c'est vrai que Léo, donc le nouveau là,
bah, lui, il a kiffé cette approche-là. Mais à côté de ça, bah, il fallait qu'il comble le manque qu'il avait au niveau de l'entraînement, comme j'entraîne. Parce qu'il s'entraînait d'une autre manière. Et par rapport à ce qu'il faisait, lui, en Espagne, et puis dans le sud, à Nice, parce qu'il est parti 2 ans en Espagne, au niveau de la biomécanique, moi, je demande certaines choses. Mais ça ne vient pas comme ça. Donc toi, tu dois le préparer à ce que ça ne vienne pas tout de suite. Même si tu fais tout pour que ça vienne tout de suite. Donc tu fais des maths, mais c'est pas des maths qu'on fait. Ça plus ça plus ça doit donner ça. Mais gars, des fois non. C'est des équations bizarres qu'on fait. Mais donc voilà, c'est à toi avec le discours, c'est à toi de faire en sorte que dans ton discours, ils comprennent que voilà. Mais il faut pas qu'ils soient mal à l'aise sur le fait de se louper. En fait, à chaque fois, je dis vous avez le droit de vous louper. L'entraînement, c'est fait pour se louper. Nous, on veut que toutes les séances et tous les passages soient nickel. On est là, ouais, tu vois. Mais c'est pas vrai. C'est en compétition que tu ne dois pas te louper. En compétition, tu dois faire une prestation. Et à partir de cette prestation, on peut se projeter sur une autre manière de s'entraîner. Ou une autre manière d'approcher une telle séance. Mais si tu ne me donnes pas ce qu'il faut à l'entraînement, c'est compliqué après. C'est ce que je disais par exemple à Erwan. C'est en compétition, en entraînement, tu traînes les pieds et tu me donnes des données. Je vais être content, on va être content. Et puis en compétition, tu donnes d'autres données, on va se dire waouh, attends. Comment on peut anticiper la suite dans 3 semaines ou dans 2 semaines ou dans telle compétition si en fait tu fais pas ce qu'il faut à l'entraînement? C'est compliqué pour nous. Tu peux pas te cacher derrière une autre performance ou un autre personnage. Donc c'est pour ça que des fois tu y vas un peu plus dur, quoi. Là tu es un peu plus entraîneur. Là, tu te dis non, tu me donnes tout là, tu vois. Ouais, mais je vois tout à fait l'idée, puis c'est bien parce que tu instaures un sorte de cadre de confiance avec tes athlètes, il faut. Qui leur permet de s'exprimer pleinement finalement à l'entraînement sans être sur je sais pas, la retenue ou le recul. Et toi, personnellement, comment tu as évolué toi en tant qu'entraîneur dans cette relation toi, sur ces 7 années, comment ta relation et ta position avec tes athlètes, elle a évolué? Bah, elle a évolué surtout sur le côté, elle a beaucoup évolué sur le côté relationnel. Comme on le disait juste avant, c'est je laisse la place au dialogue, à l'échange, parce que je sais pas, comme je le disais souvent, comme je l'ai dit juste avant là, faire un gâteau au chocolat, tout le monde sait faire. Par contre, tu vois. Doser, faire en sorte que tu vois les ingrédients et tout soient mis au bon moment. Pour pouvoir le faire, il faut qu'en face de toi tu sois synchro avec les aliments, quoi. Et si tu ne l'es pas, tu peux louper ton gâteau au chocolat. Alors qu'un gâteau au chocolat, normalement c'est facile à faire. Quand les gens ils regardent de loin, entraîner quelqu'un, c'est pas difficile. Ah si, putain, c'est compliqué. Entraîner quelqu'un qui fait du haut niveau, c'est compliqué. Entraîner quelqu'un qui fait du très très haut niveau, bah là à un moment le simple détail. Mais pour ça, il faut que tu ne laisses pas de place aux petits détails, plus ou moins. En fait, on a plein de petits détails, mais qui font un ensemble, et ça doit rouler ensemble. Et après, quand tu dois ajuster, c'est vite fait, quoi. C'est allez, ça, on fait ça. Mais si tu te rends compte que le gâteau, il est cassé, il y a plein de morceaux partout, c'est compliqué après faire de la perf. Pourquoi ? Parce que la cuisson n'était pas bonne, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que le moule n'était pas bon. Et là, tu te dis, ah ouais, merde, ça c'est trop tard là. Et justement, pour éviter ce genre de situation un peu stressante, toi, du coup, cette pression, comment tu la gères au quotidien ? Moi, je me permets de faire des activités extra, juste pour pouvoir m'aérer. Tu vois, des fois, je joue au foot avec mes potes. Juste, voilà, je vais jouer au foot avec mes potes. Il y a eu des moments où, cette année, j'ai fait la Starac. C'était juste pour voir autre chose. Ça m'a fait rentrer de l'argent, mais ça m'a permis d'aller voir autre chose et me rendre compte que j'ai besoin de prendre soin de moi aussi. Et dès que je reviens à l'entraînement, boum, je suis là. Des fois, y a des gens, ils font de la musique, il y en a, ils font des voyages. Parce qu'en fait, entraîneur, c'est H24. Hein. Tu es sur le terrain de telle heure à telle heure, mais à chaque fois, tu as un WhatsApp ou un message sur Instagram qui te dit en fait, demain, il y a moyen qu'on essaye ci, on essaye ça. Il y a moyen qu'on fasse ci, on fasse ça.
Et comme tu as laissé la place au dialogue, bah souvent, tu te dis, ok, pourquoi pas, vas-y, on essaye. Viens, on alterne, on change. Et je me retrouve à t'appeler, à te dire, il y a moyen d'avoir la 1080 dans 2 jours, tu vois. Parce qu'en fait, il y a eu une idée à un moment, on s'est dit, vas-y, on va essayer de ça pendant telle période. Et puis voilà. Et c'est intéressant parce qu'on a eu Jean-Claude Volmer juste avant toi sur ce podcast qui nous parlait aussi de lui, il a des passions à côté et que ces passions-là, autres en dehors de l'athlé, lui permettaient aussi de couper. C'est ça. Et donc ça rejoint ce que tu dis. Et par exemple, dans des périodes de compétition ou de blessure, comme par exemple les Jeux l'année dernière, tu as une pression supplémentaire. Et là, comment tu as fait toi pour la gérer ? Le truc, c'est que ce qui est difficile, c'est dans cette période-là, tu ne dois pas montrer de panique. Même si tu es en panique. Ça, c'est dur. Parce que c'est pas facile à gérer. Mais tu dois prendre le lead quand même, dans tous les cas. On y va ou on n'y va pas, quoi. Au moment, il faut faire un choix. Et il faut que tu montres que tu es fort aussi mentalement, quoi. Tu sais, pour l'anecdote, là, Sacha, il fait les France, là, à Angers, là. Le bloc, il tombe. Au départ, tu vois. Parce que le bloc... c'est pas le même bloc que pour les Jeux. Bref, c'est des détails qui sont chiants. Et du coup, quand il pose son pied sur le bloc, en haut, parce qu'avec ses pointes, ça le faisait mal aux pieds et tout, on s'est rendu compte que il était beaucoup plus stable et il partait mieux. Sauf que là, ces blocs-là sont pas adaptés à ce qui se fait en ce moment. Tu vois, normalement, la tige, elle est longue, là. Je sais pas si vous voyez les blocs. C'est des plus petits blocs. Là, c'est les plus petits blocs pour les championnats de France. Donc, on était un peu merde. Donc, il se loupe en série. Il se prend un coup de pression parce qu'il était protégé s'il allait en finale et tu vois. Sauf que là, s'il va pas en finale, la règle de toute l'année que tu as faite où tu es protégé, tu es mort. Parce que si tu en as 3 qui font... 1, 2, 3 au France. Ouais, mais si tu vas pas en finale parce que ton bloc il est niqué, donc il s'est pris un coup de pression, il est passé, il fait la finale 1h30 après, il assure la course, mais il était parti pour faire moins de 13 dans cette période-là. Il fait 13-18 à Paris, on a 13-15 à Paris, une semaine avant, je crois. Avant les Jeux. Avant les élites, je crois. Avant les élites. Ouais, c'était à Paris, au stade de Charletti. Ouais. Il fait son meilleur chrono, il fait un départ dégueulasse. Au couloir 8 en plus, à l'extérieur. Dégueulasse, la performance, elle n'est pas là. Il bat son record, mais la grosse performance qu'on voulait faire dans cette période-là, avant de repartir sur un rappel de force, là, le chrono, il va pas. Et nous, on se dit, c'est bien si jamais, avant les Jeux, tu as un chrono rapide, comme ça, les Japonais, les Américains et tout... ils voient que tu es là, quoi. Donc nous, on est dans notre plan de course et il s'avère que il n'y a plus de compétition après les élites. Tout s'arrête. Il reste les France jeunes. Ouais. Qui est en dernière année des sports en plus. Ouais, mais on n'avait pas mis dans le programme. Donc il se sauce avec Erwan, son collègue. Vas-y, on va faire la compétition ensemble et tout. En plus, c'est Albi. Tu te rappelles Albi l'année dernière ? Bah oui, tu fais 2 fois 13,01 avec plus 2 mètres et plus 4 mètres. Vas-y, j'y vais. En plus, les haies. Le matériel, il est léger, les haies, tu descends, ces trucs, les tips qu'on a entre nous, les haies sont KO, tu touches à peine à descendre, donc tu peux descendre. Va courir en Allemagne, va courir en Angleterre, ou va essayer de faire tomber les haies, tu te casses une jambe, tu vois le délire, ou à Budapest, là, où tu te casses une jambe. Donc nous, on a ce truc-là, on se dit, ah ouais, Albi, vas-y, on y va. On fait une grosse perf, on y va, il s'échauffe, donc c'était pas calculé dans le programme pour lui, c'était que pour Erwan. Il s'échauffe, il y a du monde, il y a plein de gamins. C'est les France cadets, juniors et tout. Il fait un départ, tu vois l'ambiance entonnoir là, les gens ils viennent, ils regardent, il passe une haie, la deuxième haie il ralentit, il y a un petit qui passe, il fait un faux mouvement, adducteur, il pète, vas-y hop. Et tu fais quoi? Du coup il court pas cette compétition là. Il y va sur la piste, il dit non, je crois que je me suis fait un truc en fait. Je dis vas-y, il reste 17 jours je crois, avant les séries. 16 jours ou 17 jours. Et là, je dis, vas-y, cours pas, c'est bon, écoute, il n'y a rien, il n'y aura pas de perf, c'est pas grave, tu vois. Parce qu'on y va pour faire une grosse perf, c'est tout. Hein. Oui, juste aller chercher un chrono. Ouais, un chrono, il y avoir cette confiance, tu vois, 13-0, il y avait 2 Japonais en 13-0, il y avait un Espagnol qui fait 13-09, les Américains, ils avaient fait 3 courses en moins de 13, tu sais, pour avoir un meilleur ranking et peut-être, et tu sais que tu es dans ta forme. Ben voilà, on rentre, c'était le samedi, dimanche matin, il fait une IRM à ICNSEP, ils disent, ouais, grade 1, quoi? Voilà. Et toi, tu l'as vécu comment ce moment? Ah ouais, moi j'ai le seum.
Parce qu'en fait, on a joué aussi. Parce que regarde, et c'est ce que je lui disais à Sacha après. Je lui dis, mais le petit, il passe pas. Déjà, tu fais les France. Le bloc, il bouge pas. Tu fais un gros chrono aux France, parce qu'on a vu t'es remonté à 13,70, t'aurais fait peut-être 13,10 ou 13,0 et quelques. Ça aurait suffi. On aurait fait 3 semaines de programmation normale. Et puis voilà, sauf qu'on est toujours en train de s'adapter. De là, on va à Albi. Albi, il y a un petit qui passe. On en veut au petit. Non, il est fan. Ou il est venu voir ce qui se passait. Le petit, il est passé. C'est pas normal, tu vois. Et on est énervé. Hop, on se retrouve à faire quoi? De la piscine pendant 2 semaines. Derrière, là, En rééduque, quoi. En rééduque. Et son premier 110, c'est les séries des jeux. Mais là, tu dois tout de suite te projeter. Tu te dis, écoute, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Si on réussit ce coup-là, on est les meilleurs du monde. Tu as l'impression d'être les meilleurs du monde. Ouais, on a fait une perf et tout. Hop, France, ça se passe pas. Oh, voilà, il fait une perf, on est les meilleurs du monde. Là, non, la réalité, elle est là. Les gars, t'as ça. Soit t'y vas au jeu, soit t'y vas pas. T'y vas ou t'y vas pas. Non, ça fait chier, il était pas bien. Larmes, tu vois. Il voyait son rêve olympien, tu vois. Je comprends, je suis désolé pour toi aussi. Moi, ça me rend ouf, mais maintenant, c'est ça. T'y vas ou t'y vas pas. Si t'y vas, il nous reste 15 jours, parce qu'on était au 16e. Il nous reste 15 jours pour programmer le truc. On y va. Par contre, ça va te faire mal parce que ton potentiel médaille, tu vois, bah là en tant que coach, ça te bouffe de partout. T'es pas bien, tu vois. Et c'est dur d'agir parce qu'au final, la blessure, tu peux pas aller contre tu peux pas aller. Le temps. Donc là, je pars du principe que là, on fait 10 jours, il restera 5 jours. Et tu vas faire une spé ici et puis on verra là-bas. Bah, ça n'a pas loupé. Là, c'est l'adducteur, donc il pousse pas. Bah, les séries, ça passe pas. Les demi-finales, il se fait sortir, il fait 13,40, je crois, ou 13,30 et quelques. Ça passe pas. Et puis, en tant que coach, t'es passé à côté. Et voilà. Et tu te rends compte que 10 jours après, donc les 10 jours, il a la possibilité de refaire du spécifique. Et il fait la fin de saison où il remonte, il est en forme. Et les gens vont dire, ouais, il était en forme 15 jours après. Nous, on le sait il y a ça. Mais c'est très intéressant ce partage et je te remercie parce que c'est des choses que justement on ne sait pas ou on n'en a pas conscience sur le moment. Tu peux pas communiquer sur ça. Et tu communiques pas sur ça. Tu peux pas, c'est impossible. Peut-être qu'aujourd'hui avec plus de recul tu le partages plus sereinement, mais je pense que sur le moment justement... Mais t'imagines, tu le partages à ce moment-là, Zoya il est pété, ils sont tous en train de parler de sa jupe. Oui, sur la cérémonie d'ouverture. Tu vois, mais lui à ce moment-là, il sait qu'il est pété. Donc il marche, il fait la cérémonie. Je dis, faut vivre le truc. Fais-le, c'est une fois. Mais ils ont fait un contenu sur sa jupe. Et derrière, tu te dis, ouais, je sais pas comment je vais m'habiller. Et le mec, il s'est pété. Il y a des trucs que tu peux pas dire. Là, je vous le dis là aujourd'hui, mais c'est réel, hein. Oui, parce qu'il avait déjà cette pression médiatique. Déjà. Et puis il aime bien ce show-là. Je dis, gars, moi, je suis pas comme ça. Toi, bon, t'es comme ça. Toi, t'es comme ça. Là, voilà, 17 jours avant, tu te dis pas tu vas faire un adducteur. Et il fallait y aller. Mais ça, tu peux pas l'annoncer. Il est blessé aux adducteurs. Non, tu fermes ta gueule et va, quoi. Pardon. Faut assumer tout ce que tu fais là. Chaud, on l'assume. Mais toi, en tant que coach, t'es obligé de te projeter. T'es obligé d'y aller et de dire allez, on y va. Parce que si tu viens, tu commences à regarder par terre, tu traînes les pieds et t'as du stress, l'athlète, il va le sentir et il va pas y aller en mode guerrier. Ça peut passer. Écoute, le plus dur, c'est passer en finale. En finale, après, tout peut arriver. Et là, tu sors le mois jeu. C'est, regarde, au jeu de 2004, personne ne me connaît. Je fais les séries, les quarts de finale, les demi-finales. En finale, c'est un truc que je connaissais pas. Je suis tombé. Mais jusqu'à la 9e, jusqu'à la 9e, 10e, je suis 2e. Et puis, voilà. Mais j'ai été provoquer le truc. Donc, tu peux y arriver. En 2008... moi je me dis, bon, je veux pas tomber, il y a un mec qui va tomber, j'attends, je termine 4e finalement. Je dis, mais tu peux pas savoir. Par contre, si tu veux faire les jeux, on y va. Ça se trouve, tu passeras pas les séries, ça se trouve, tu passeras. Et puis voilà. Mais c'était une question de forme, et puis un détail qui a fait qui a fait ça. Mais ça, pour revenir sur la question, en tant que coach, ça, tu dois l'encaisser. Toi. Tu dois essayer de toujours avoir. Le feedback rapide pour que tu projettes les gars qui réussissent ou pas, hein. Ils réussissent, nickel, ok, bon, demain repos, on repart sur ça. Faut que tu l'enlèves de l'euphorie. Il va faire le fou à gauche, à droite, on en a plein, hein, comme ça, ouais, mais toi tu fais ouais, après allez, on passe à autre chose, t'es obligé. Et justement, toi en tant que entraîneur, on sent que t'es professionnel, t'es entraîneur professionnel à haut niveau. Donc là, tu nous parles vraiment de passion, d'investissement, on le ressent là dans ton discours. Et nous, on aimerait te poser une question, c'est par rapport à la professionnalisation du métier, notamment dans l'athlé. On sait que c'est pas facile.
Qu'est-ce que tu en penses en ce moment? Est-ce que tu sens qu'il y a une professionnalisation dans le sport de haut niveau en général, mais plus particulièrement dans l'athlé? Est-ce que tu trouves que ça évolue dans le bon sens? C'est encore compliqué? Je tire une balle un peu. Hein. Je vais tirer une balle sans tirer une balle. Non, je pars du principe. Non. Ça évolue pas selon toi? Bah non, on a reculé même. Ok. Pour moi. Je parle en France. En France hein. Dans quel sens par rapport à... Bah j'ai commencé, moi... Là, c'est du mois-jeu encore. Hein. Non, mais vas-y, parle de tu ton vois, expérience. je fais ma première sélection en 2001, je crois, avec les seniors. Ok. Junior 1, ouais. Bah, tu vois le mode de fonctionnement qu'on a, bah c'était ça. C'est ce qu'on vit là. Actuellement, tu parles dans le pôle là? Ouais, en gros, stage obligatoire là, tu fais ci, tu fais ça, restriction des trucs. C'était 2000 jusqu'à 2004. Ok, et du coup, ça n'a pas marché. Toi, tu vis là ton métier d'entraîneur, mais par exemple, il y a beaucoup d'entraîneurs qui entraînent à haut niveau, peut-être pas des athlètes olympiques, mais déjà à haut niveau, et qui sont pas forcément professionnels ou qui ont d'autres fonctions à côté. T'en penses quoi, toi? Moi, je connais les conditions un peu de chaque athlète. Bah, dans mon groupe, tu en as un qui est pro, qui gagne de l'argent, c'est son métier. Tu en as un qui est accompagné au niveau équipement et tout, Erwan, donc tu as Sacha qui gagne de son... Puis tu as les deux autres Léo qui, voilà, on a accès à l'INSEP en tant que partenaire et tout, et athlète du pôle, mais ils gagnent pas d'argent, ils peuvent pas me payer. Toi, t'es payé par la Fédé, c'est ça hein? J'ai un contrat base, mais très très bas. Okay. Très très bas, pour pouvoir entraîner sur le pôle. Mais c'est pas ça qui me fait gagner, qui me fait bouffer, tu vois. C'est pour ça que je fais toutes mes conneries à côté. Parce que je sais que mes athlètes, ils peuvent pas me payer. T'as d'autres fonctions en plus de ton, de ton métier principal? Non, je fais de l'image. Je continue à surfer sur mon image. Tu vois. Tu coaches pas en dehors ou dans des clubs? Je fais du coaching des fois en entreprise, des interventions en entreprise. Je fais ce genre de choses, tu vois. Mais j'ai pas un autre groupe. Je pourrais le faire, mais non. Puis ça te demande de l'investissement aussi. Ça demande de l'investissement et ça me permet pas d'être libre à... Si on doit partir comme là, on part en stage pendant 3 semaines et demie. Si j'ai un groupe dans un club, je suis mort. T'es bloqué, ouais. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que je fais toujours mes autres conneries. Star Academy. C'est vraiment pour pouvoir ne pas mettre la corde au cou des autres athlètes. Mais on pourrait être une structure pro. C'est ce qu'on essaie de voir aussi. Mais on revient à ce qu'on faisait quand j'avais 16-17 ans, tu vois. Et c'est pour ça que je dis on régresse, et pourtant on a du potentiel là. À l'époque, l'autre jour on l'évoquait avec Jean-Claude Volmer, il nous parlait des cadres techniques, il y avait une réduction du nombre de cadres techniques qui sont du coup en fonction en tant qu'entraîneur dans l'épaule, et on réduit ça, mais il n'y a pas plus d'entraîneurs qui arrivent à côté. Non, parce que j'ai l'impression que le but premier c'est pas forcément de faire de la performance. Moi j'ai l'impression, hein, après, c'est pas faire de la performance, c'est juste faire c'est remplir des cases, tu vois. Pour faire ci, il faut faire ça. Et si tu devais faire un parallèle avec ton expérience aux États-Unis, où c'est très développé? Mais pas forcément, hein, juste à côté. Tu vas en Angleterre, en Suisse, en Hollande. Ok. Tu vois, en Espagne, les Italiens. Mais ils reviennent en force là sur la perf. Pardon, ouais. Déjà l'année dernière à Rome pour les Europes. Tu vois, parce qu'il y a une ambition de performance. Après, ils ont des politiques différentes, en tout cas entre l'Allemagne, la Hollande. L'Allemagne, ils sont un peu moins, mais la Hollande et l'Italie, tu vois, quand tu parles avec des collègues, tu te dis ok, d'accord. Mais ils viennent pas te casser la tête pour pourquoi tu vas ici, pas là. Si tu vas là-bas, je te donne pas ci, je te donne pas ça, tu vois. On n'en est pas là. Et je pense qu'on est passé à côté. À cause de ça. Hein. Et tu regardes le résultat de la France pour les Jeux. Je regarde pas les Europes. Hein. Pour les Jeux, c'est que des gens... tous ceux qui ont été finalistes, c'est que des gens, peut-être à 1 ou 2 exceptions, hein, que des gens qui étaient hors pôle. Et du coup... C'est normal. C'est pas normal. Ducos, Maraval, Sirena, tu vois. C'est qu'à un moment, il y a eu un truc qui... C'est pas normal. Et du coup, comment tu te projettes dans les futures années? T'as encore des athlètes qui sont jeunes, donc pour toi, au niveau du pôle, c'est quand même... c'est ça le truc, c'est qu'il faut pas que ça soit de l'anti-pôle ou l'anti-fédé ou je sais pas comment on peut le nommer. Il faut que les gens arrivent à bosser ensemble, tout simplement.
Les gens, ils arrivent à bosser ensemble, qu'il y ait une politique, qu'il y ait une volonté de tout le monde, moi-même. Hein. Tu vois, je me suis mis un peu en marge aussi, parce que mon objectif, c'était de faire courir Sacha, parce que je suis là, parce que lui, il a demandé que je sois là, mais c'était pas une volonté de là-haut, tu vois. Donc du coup, j'ai fait l'autruche. Maintenant, moi, je fais que pour lui. Mais même moi, il faut que je fasse des efforts. Si on a envie de faire des choses, il faut qu'on s'assoie. C'est ce qu'on fait aujourd'hui maintenant. C'est beaucoup plus cool maintenant. Là. Il faut qu'on ait un partage de choses, quoi. Et que les gens aient la volonté d'avancer ensemble, tu vois. Et là, je pense que la dynamique, elle peut être bien. Et si tu devrais t'adresser à des futurs entraîneurs, soit pas forcément collègues, mais tu vois, dans d'autres disciplines, qui eux tendent à vouloir faire ça à haut niveau et qui voudraient se professionnaliser, si tu avais un message pour eux sur la manière de faire Je dirais que l'avenir du coaching, il faut qu'il casse les codes de l'entraîneur de base qu'on a aujourd'hui. L'entraîneur de base, c'est un entraîneur de club. Il faut que ça soit un entraîneur pro avec des privés maintenant. Un peu comme les teams de marque. Ouais, si, c'est ça. C'est comme en running, par exemple, qui s'est très bien développé. C'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Il faut que tu vois, peut-être pas être 100%, tu vois, parce qu'on en est encore loin, mais il faut que tu sois d'abord un coach privé. C'est pour ça que je dis privé, hein, c'est des teams. Les coachs privés, et après tu peux faire du coaching en club. Pour faire un complément, tu vois. Au lieu de faire, je suis coach en club, et je vais faire un complément en faisant des piges, je sais pas, pour l'entreprise de la ville, tu vois, ou soit tu fais prof de sport, bref. Mais si tu veux faire coaching privé, coaching pro, on va dire, il faut que tu te rapproches d'un privé pour faire une team derrière, avec les banques, avec les marques, et que derrière, tu coaches en club. Parce qu'il y a toujours ce besoin-là. Mais le modèle coach club, et après tu vas en privé, c'est compliqué. Je te remercie ou pour sinon, ta il faut que tu aies un club très pro. Très pro. Qu'il y en a peu dans le milieu de l'athlé. Voilà. Peut-être dans d'autres sports, c'est développé. Voilà, mais athlé, plus compliqué. Mais en tout cas, merci pour ta réponse de très rien. complète. Un petit dernier aspect qu'on aimerait évoquer avec toi. Nous, on est dedans, c'est l'accompagnement scientifique. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te places par rapport à ça? Moi, j'aime trop. J'aime trop parce que tu as un retour. Tu as un retour réel. Mais derrière, il faut le couper avec la vidéo ou de la vision pour que tu puisses être toujours en avance, toujours avec ton step, là, comme je dis, d'avance. Et ça, c'est une partie qui va faire en sorte que tu vas tu vas pas laisser place à un détail. Tu sais, les petits détails de pourquoi en fait t'as touché. Pourquoi en fait là t'es moins rapide. C'est normal, regarde, t'as l'appui. C'est un truc que moi je connaissais pas forcément à l'époque, que j'avais pas à l'époque. Et aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Il faut bosser avec ça. Et il faut pas avoir peur de pas comprendre. Tu dis aujourd'hui, je veux bosser comme ci, comme ça. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ça? Il y a moyen qu'on fasse ci, il y a moyen qu'on fasse ça. Ah oui, tu peux avoir telle analyse, tu peux avoir tel retour et tout. Ok, on y va. Parce que tu vois pas tout. Tu comprends pas tout. Et à ton époque, il n'y avait pas tout ça. Non. Même de la vidéo, des choses. Il y avait de l'octojump, vidéo. Ok. Mais il fallait aiguiser son œil il fallait comprendre pourquoi, sur des ralentis, ton pied passait comme si, ton impact sur le sol, ainsi de suite et tout. Mais là tu sais, ça... Genre le travail avec l'octo, la 1080, tout ce qui se passe ici, c'est en fait, ça te met tout à l'évidence, quoi. T'as ça parce que t'as produit ça. Ça, c'est la conséquence de ça. Ça te permet de l'objectiver, en fait. Bien sûr. Toi, tu le sais à l'œil, mais ça te permet vraiment d'avoir... ton œil, il voit pas tout, des fois. Et des fois, pour les athlètes, c'est un peu, moi, je trouve, une source de motivation mais aussi. Bien sûr. Je vois ce résultat-là, donc j'ai envie de faire mieux. Ouais. Et tu sais ce que tu as fait avec telle séance, plus ou moins. Après, tu peux la modifier, hein, mais tu vois, par exemple, la séance de départ 5 kilos classique, ça, c'est la séance base. Mais tu te rends compte que quand tu reviens, tu dis, tu as fait ça. Et que des fois, quand on fait certains passages, tu te dis à l'œil, il est plus rapide, lui. Tu te rends compte que non, en fait, il a fourni plus d'efforts et plus de force là. Et tel appui, il était mieux. Et toi, tu as l'impression que tu as. Et ça te remet en question, toi aussi, en tant que coach. Parce que tu te dis, non, c'est bon, je connais. Non. Mais l'un ne va pas sans l'autre, je pense. Il ne faut pas faire que un, il ne faut pas faire que l'autre. Il faut faire les deux. Moi, je pense. Depuis que tu entraînes, tu as quand même été accompagné depuis plusieurs années sur ces aspects-là. Si. Ah ben, bien sûr, ouais.
Mais si tu regardes les anciens, ils en veulent pas. Et les petits jeunes, ils aiment bien parce que tout le monde en fait. Et que ça passe sur Instagram aussi, tu vois. Donc à toi de comprendre pourquoi, ça revient à ce que je disais au début, pourquoi on fait tel exercice, pourquoi on fait ci, hein, ça. Qu'est-ce que ça peut t'amener? Ok, ça peut nous amener ça. On y va. Et là, tu es dans l'air du temps. Et on va être de plus en plus là-dessus. Et même, tu nous parles de data aussi par rapport à ta discipline en général. Ouais. Ça fait quand même des années que l'on sait le nombre d'appuis, Ouais. les vitesses, tu avais quand même des On a cette notions. chance-là. Donc, ouais. Mais qu'est-ce que ça apporte en plus justement à ces datas que tu avais déjà? Bah, à savoir, qu'est-ce qu'il faut changer sur ta mécanique ou sur ton approche mentale. Exemple, pour que tu puisses... je sais pas, donc je reviens en arrière là. Hein. Tu viens sur ton analyse d'athlète. Moi, je veux faire un chrono et moi, je veux faire un championnat. Tu veux faire ton chrono. Tu sais que pour faire ton chrono, il faut que tu fasses 1-0-0 à tel intervalle. Donc, tu vas construire ton truc par rapport à, par exemple, à la data. Oui, les haies, intervalles, il faut que tu impulses de là. Donc, pour pouvoir impulser de là, on va faire tel exercice, ainsi de suite. Tu sors la machine ou tu sors le auto-jump, tu sors tous ces genres de choses. Et si tu répètes ça plus ou moins 10 fois, hein, donc tu as dit ça va t'amener à faire ton chrono. Donc toi, tu vas le vulgariser comme ça. Ton athlète, si tu veux faire tel championnat ou être champion de je sais pas quoi, en règle générale, dans les data, il faut courir 13-20, 13-30, un truc comme ça, dans les U23 et tout. Ça, c'est pour Air One. Donc pour pouvoir faire ça, il va falloir que tu sois régulier avec tel chrono. Donc tu vois, tu l'adaptes. Mais là, tu as un truc concret. Et dans la génération là aujourd'hui, c'est des choses concrètes qu'ils veulent. Moi, je suis un peu un ancien où tu croyais ce que le coach te disait et tu te projetais comme un rêve. Aujourd'hui, le rêve, il dit mon téléphone, il dit ça. Là. Tu dis quoi, coach, tu vois? Donc voilà. Ok. Si tu avais un sujet que tu souhaitais aborder avec nous ou à développer pour nos auditeurs, qu'on n'aurait pas forcément, nous, te questionner par rapport à ça? Je sais pas, je dirais peut-être ce qu'on vient de dire. Même si tu peux pas le vulgariser, mais comment vulgariser et adapter la data aux jeunes coachs qui comprennent, qu'ils arrivent à comprendre l'utilité. Parce qu'après, c'est un accès qui est limité. C'est pas tout le monde qui peut avoir ce genre de retour sur tous les supports. Hein. Et tu as beaucoup de jeunes coachs ou anciens coachs. En tout cas, moi, quand je fais des vidéos, des fois, et je les poste, ouais, ça sert à rien, ça. Mais comment tu peux leur faire comprendre que ça sert beaucoup, en fait. Et que c'est compliqué de faire ça. Et qu'ils sont nobles tu vois. Mais si tu comprenais l'utilité à fond, tu verrais les choses différemment. Je pense que ça, tu vois, ça peut être intéressant de comment... Il ne faut pas leur changer de choses, quoi, de mentalité, mais qu'ils arrivent à comprendre pourquoi il y a tout ça. Pas faire devenir les athlètes des robots, pardon, mais qui comprennent que pour l'entraînement, l'optimisation de l'entraînement, même si en fait ça c'est un outil, c'est pas tu mets l'athlète sur telle machine, ça va te faire un athlète de ouf. C'est pourquoi ça, quoi. En fait, c'est des marqueurs de progression ou de régression, quoi. Et ça, je sais pas si vous l'avez déjà fait, hein, mais ça, c'est un sujet que, en tout cas, moi, ça me passionne. Et je trouve ça intéressant de pouvoir l'expliquer aux gens. En fait, je me rends compte, les gens ils me demandent, mais en fait, ça sert à quoi? Ça dépend de ce que tu veux faire. Et en fait, tu peux faire plein de choses. Et du coup, comment tu peux vulgariser le truc? Si tu es un coach de saut, il dit ouais, moi j'ai pas besoin de la machine. Tu sais, en saut, tu peux faire ci, tu peux faire ça, Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et hop, tu ouvres la porte. Et puis le mec, il se dit c'est intéressant. Bah oui, c'est intéressant, bien sûr. Mais je te rejoins sur l'idée de savoir pourquoi tu le fais. Ouais. Parce qu'au final, tu peux faire n'importe quel exercice. Ouais. Il n'y a pas de bon mauvais exercice, mais en fait, c'est quel intérêt tu y mets et pourquoi tu le fais. Ouais. Et je pense que ce message-là, il est très important à garder en tête. Pour finir, aurais-tu une anecdote à partager? Tu nous en as déjà donné pas mal sur tes athlètes, que ce soit par rapport à un athlète à toi, par rapport à toi, un acteur du monde sportif, ou complètement autre chose, un truc un peu marrant qui aurait pu t'arriver. Sur quoi? Sur tout en général? Ouais, sur le sport. Le sport? Je sais pas. Si t'as oublié tes pointes, par exemple, avec une compète. Moi, ça, je disais, ouais, ça t'est arrivé. Oh, ouais. Celle la plus connue, c'est... plus connue.
C'est... Oh putain. Je me suis fait... Pardon, je dis des gros mots maintenant. Je me suis fait une entorse du pouce du pied. C'est pour ça que des fois je boite. C'est une ancienne blessure qui revient. Championnat du monde à Helsinki, donc il y a 20 ans maintenant presque. Oh là là. Et du coup, j'arrivais pas à courir sur mon pied d'impulsion. Et en chambre d'appel, je suis parti aux toilettes, j'ai pris du PQ. Et j'ai mis sur mon pouce. J'ai fait un espèce de strap dégueulasse dans la chaussette. Juste pour pouvoir appuyer dessus, et j'ai couru comme ça. Et putain, j'ai couru avec du PQ dans les pieds, quoi. Et le résultat, ça a donné. Je gagne. Je suis champion du monde 13,07 avec, avec du PQ dans les chaussettes, c'est tout. Et le lendemain, j'ai refait ça. Et on gagne de 4 façons. Et je sais pas si vous avez vu les images. Et des fois, je sors la chaussette. Dans la chaussette, je sors le PQ, je suis ouais. Bref, ouais. Comme quoi, en gros, quand t'as envie et que t'es déterminé et que t'es prêt, surtout quand t'es prêt, tu peux faire tout et ta destinée elle est devant toi, quoi. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton partage et le temps que tu nous as accordé, Ladji. Je te souhaite une bonne continuation dans la saison avec tes athlètes. Bah moi, je vous dis à bientôt et au plaisir de vous entendre et vous écouter dans vos prochains podcasts. Merci.